Nous sommes contents de recevoir dans ce grand angle de la matinale de géopolitique profonde notre expert spécialiste géopolitologue, journaliste, cofondateur avec Paul-Marie Couteau des clubs Eleutheria et de la revue Le Nouveau Conservateur, deux livres majeurs, maîtres livres pour analyser la situation internationale aujourd'hui, que sont les deux aux éditions Jean-Cyril Godefroy, Ukraine, un basculement du monde, et le petit dernier qui vient de sortir, Le temps des fractures, vient de nous rappeler Raphaël Beslu. Eh ben, bonjour François Martin, bienvenue dans cette matinale, j'espère que tout va bien depuis hier soir. Tout va bien depuis hier, tout va bien. On a eu une analyse avec des experts de très très haut vol entre Jacques Beau, Sylvain Ferreira et notre ami Dimitri Tkochko et vous-même. De très très haut niveau, oui, absolument. Est-ce que je peux faire un petit lien par rapport à ce que je viens d'entendre? Sur l'affaire Palmade? Oui, parce qu'on Bien est sûr. en plein dans le temps des fractures, en fait. Je fais le lien Allons-y. par rapport à l'international parce qu'on y est tout à fait. J'avais eu autrefois connaissance par un petit entrefilet du Figaro d'un problème précédent avec Pierre Palmade, où il avait rencontré dans un bar un jeune SDF qu'il a fait monter chez lui. Il l'a saoulé, il l'a drogué, il l'a violé. Et après, quand le jeune SDF s'est réveillé, il a tout cassé dans l'appartement. La police est venue. Et je me suis dit, la carrière de Pierre Palmade est foutue. Je me trompais complètement parce que la police a embarqué le jeune SDF et l'a condamné. Et lui, il a dit à la presse, j'ai fait une mauvaise rencontre. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, la fracture culturelle, elle est là, en fait. Elle est là. Parce qu'on peut considérer que tout ce que représente Palmade, au-delà de ses pleurs hypocrites, etc., c'est-à-dire une société qui est une société de la pourriture, de la richesse, des élites, qui protège ce genre de type, c'est absolument typique de la fracture entre, je ne dis pas que les partouzes n'existent pas dans d'autres pays, mais on ne protège pas systématiquement et ouvertement ceux qui détruisent la famille, le mode de vie traditionnel, etc., tout en disant que le viol, c'est horrible, etc. Alors là, je dirais qu'il y a eu une chose en plus, c'est la mort de ce bébé, parce que justement, c'est un signe absolu, et malheureusement, je pense que ça a contribué à protéger Palmade, parce que comme l'un des pilier de notre société, c'est justement l'avortement. Il fallait surtout pas qu'on fasse passer ce procès comme un procès d'un être vivant qui aurait créé, en fait, contribué à donner du crédit à la thèse, entre guillemets, comme quoi un fœtus est un être vivant. Oui. Donc, il fallait absolument le dénaturer. Et donc, Pierre Palmade a servi, je dirais, quelque part, à protéger le saint des saints de l'avortement, qui est un des deux. Il y a deux piliers. Il y a l'avortement d'un côté et il y a entre la sexualité, puisque j'ai souvent parlé de la sexualité comme étant le principe même de la guerre culturelle entre le Nord et le Sud, entre entre les progressistes et les conservateurs, c'est la sexualité. Il y a sexualité et procréation vont naturellement ensemble. Et séparer le sexe et la procréation, c'est l'une des guerres culturelles que nous subissons, nous conservateurs dans le monde, et que subissent les pays du Sud. Et ça se fait de deux façons, la sexualité sans conception et la conception sans sexualité. Lorsqu'on protège la sexualité sans conception d'une part, par l'avortement essentiellement, et la conception sans sexualité, c'est-à-dire par la fécondation in vitro et là, voilà. À ce moment-là, on est exactement dans la guerre culturelle mondiale, celle que nous dénonçons, et c'est l'essence même, parce que là, il s'agit de deux conceptions de l'homme, donc elles sont irréconciliables. Vous croyez, Voilà. François Martin, que c'est symétrique là, c'est habile, hein, sexualité sans procréation, procréation sans sexualité. Oui. La procréation sans sexualité,
c'est Oui, quelque chose de relativement nouveau. oui, tout à fait. L'inverse qui est j'ai envie de dire, la sexualité sans procréation, c'est vieux, Oui, si ce n'est comme le monde, en tout cas, de quand on s'est rendu compte comment on faisait des enfants et qu'on a voulu oui, maîtriser. Donc, je dirais qu'il y a déjà la loi Neuwirth, évidemment, hein, sur la pilule, bien et sûr, même absolument. précédemment. Et il y a quand même une certaine, enfin, peut-être aussi est-ce mon âge et ma génération, mais j'ai Oui. baigné dans le fait qu'il était possible d'avoir une sexualité sans conception. L'inverse me choque plus, parce que ça, je Ben, l'ai découvert. les deux sont antinaturels. On peut faire peut-être une toute petite incise sur le sujet. Oui, J'ai déjà raconté que, en fait, tout ce que l'homme voit chez la femme, en fait, le symbole même de sexualité, c'est les seins. Chez une femme, pour un homme, c'est les seins. Or, les oui, seins, c'est le symbole même de la, comment ça s'appelle? oui, oui, bien Euh, sûr. de la, Bah, tout simplement de la naturalité du fait ben, d'allaiter un enfant, Ben oui, un évidemment. Donc, quand détournement une de la femme fonction. Oui, oui, montre ses seins et elle le montre, c'est un elle détournement de fonction. considère comme sa féminité de le montrer. En fait, elle dit à l'homme sur le symbole, les enfants que tu me donneras, je les élèverai bien parce que je leur donnerai mon bon lait. Donc, en fait, ce que l'on considère comme un symbole de féminité est en fait une promesse de maternité. Et Les hanches, l'inverse est vrai la aussi. rondeur des hanches aussi, François Bien Martin. sûr. Et ce qu'une femme voit chez un homme qui lui plaît, la musculature, la force de caractère, etc., l'homme lui dit, je protégerai les enfants que tu me donneras. Donc, tout ce qu'on considère comme en fait la féminité ou la masculinité sont des promesses de maternité ou de paternité. Et l'homme et la femme ne s'en rendent pas compte, en fait. C'est nous qui avons séparé artificiellement féminité et maternité, masculinité et paternité. En fait, c'est une seule et même conception. Il n'y a pas de différence entre les deux. Oui, mais Ah. François, c'est le propre de l'homme que de distinguer la cause et la conséquence, contrairement à l'animal, pour pouvoir détourner du processus naturel pour en jouir. C'est le propre de l'homme. Ben, c'est le propre de l'homme, sauf que en fait, la féminité n'existe pas, en fait, si on peut dire, et la masculinité n'existe pas. C'est la maternité et la paternité qui sont dans la tête de l'un et de l'autre quand ils se regardent et qu'ils se disent je te trouve belle, je te trouve beau. Voilà. Enfin bon, c'est ça. On n'est pas en dehors de notre sujet, hein. Non, 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 et puis c'est très agréable. On vous a souvent, François Martin, de vous entendre sur d'autres sujets, et j'espère bien, et Voilà. j'ambitionne de faire des Et émissions moi, régulières j'avais pris ça sur d'autres sujets que la géopolitique avec vous. chez un philosophe qui s'appelait Michel Scoyance, qui disait Euh, affectif, sexuel, génital, éducatif est une seule et même chaîne. Voilà. Et quand on sépare les deux, affectif, sexuel, génital, éducatif, j'avais conservé ça. Quand on sépare les deux, on brise comment dire, le système naturel qui fait fonctionner l'être humain. Et c'est ce que cherchent les révolutionnaires les progressistes. C'est ça qu'ils cherchent. Et, Alors, la voilà. sexualité, François Martin, active les trois grandes sphères du cerveau, le reptilien, l'affectif et même Oui, les neurones miroirs, le sommet oui, de l'esprit humain. oui, Mais nous, le narratif, les narratifs, la façon de gérer le monde d'une élite hors sol, d'une oui, oligarchie, est oui, d'activer systématiquement ce qu'il y a de plus bas dans l'homme, son bien cerveau sûr. reptilien et la peur. Comment vous Oui. analyser, François Martin, le narratif actuel en matière géopolitique de ce qui se passe à l'est de l'Europe. Voilà. Alors, il y a deux aspects dans cette question. Il y a un aspect qui est effectivement psychologique et un aspect qui est géopolitique. Il faut bien différencier les deux parce que le psychologique est plus de l'ordre. Je dis dans mon livre que en fait, le Moloch qui est aujourd'hui américain, en fait, essaye de nous dominer et de nous détruire de deux façons. En fait, s'attaque à notre système civilisationnel. Je dis ceci. Je vais faire là aussi une toute petite incise. Beaucoup de gens disent attendez, c'est l'islam qui est notre problème, etc. Je dis que l'islam nous attaque comme ce qu'on appelle l'algue tueuse dans les fonds marins méditerranéens, qui s'appelle la Colerpa taxifolia, qui est une algue tueuse qui a envahi les fonds marins.
Et là, l'algue tueuse a envahi les fonds marins parce que nous avons détruit l'habitat traditionnel de la Méditerranée qui s'appelle les herbiers de Posidonie. Les herbiers de Posidonie, c'est ce que tu vois, c'est l'habitat naturel. Quand tu détruis les herbiers de Posidonie, tu favorises l'entrée de cette algue tueuse qui s'appelle la Caulerpa taxifolia. Et je dis que le principal travail que nous devons faire, ça sert à rien d'arracher l'algue tueuse si en même temps tu continues à arracher les herbiers de Posidonie. Donc nous avons un travail qui est un travail socio-culturel et civilisationnel qui consiste à reconstruire nos écosystèmes naturels pour pouvoir nous protéger naturellement par rapport à ça. Et nos écosystèmes naturels sont attaqués de deux façons. Et là, j'arrive à la question. L'une, c'est d'une façon culturelle, par le mondialisme, et l'autre est une façon géopolitique, par l'atlantisme. L'atlantisme nous détruit politiquement et nous détruit économiquement, parce que le but de la domination politique des États-Unis à travers l'OTAN, c'est de nous dominer économiquement et politiquement, puisque quand on nous protège militairement, ça veut dire qu'on nous domine politiquement. Et à partir de ça, on voit tout ce qui est en train de se passer, la destruction de nos économies, confère ce qui se passe en Allemagne, qui est une horreur, ce que leur font les Américains. Après que l'Allemagne ait été aussi fidèle, c'est une horreur. Et l'autre, c'est la destruction culturelle par le mondialisme. Et là, on y arrive. Et cette psychologie dont tu parles, elle joue dans les deux aspects. Elle joue dans l'aspect psychologique parce qu'il faut faire peur aux gens pour qu'ils perdent leur réflexe civilisationnel d'amitié, de famille, etc. Et il joue aussi sur le plan géopolitique. Et sur le plan géopolitique, ça joue parce que, encore une fois, il faut maintenir à tout prix l'institution de l'OTAN, qui est l'institution qui protège l'intérêt des États-Unis. Comme l'avait dit Brzezinski dans Le Grand Échiquier, la puissance américaine est basée d'abord sur la domination de l'Europe. Et à partir de la domination de l'Europe, il faut essayer d'aller dominer par l'intermédiaire de l'Ukraine, la Russie, etc., etc., de façon, dit Brzezinski, à fonder un ordre mondial basé sur la suprématie américaine. C'est-à-dire, tout le monde obéit, la Russie, l'Afrique, le Moyen-Orient, la Chine, enfin voilà. Ça lui paraissait l'ordre naturel, que tout le monde obéisse et qu'il y ait un ordre et que l'ordre soit sous les ordres des États-Unis, sans jamais se demander si par hasard les autres pays n'étaient pas d'accord. Et pour ça, il faut que l'Europe soit sous la coupe des États-Unis et pour ça, il faut que l'Europe ait peur. Et la peur est un élément psychologique absolument fondamental, peut-être le plus fondamental, même si on ne l'étudie pas assez comme ça. Et si on étudie les choses comme ça, on voit qu'il y a régulièrement des campagnes qui sont faites pour terroriser les Européens. Je dirais qu'en plus du rideau de fer, puis du rideau de feu, puis du rideau coréen qu'on essaye de mettre, il faut qu'il y ait un rideau de la terreur qui se mette en place de façon à ce que la nature des choses, c'est-à-dire la réunion des deux parties de l'Europe, celle de l'Atlantique et celle de l'Oural, ne se fasse jamais. C'est ça le but. Mais c'est contre nature. C'est contre nature. Et les choses contre nature finissent par se détruire à un moment donné. Et je pense qu'on est dans un moment de ce type. C'est tout le prophétisme gaulien, ça. C'est le prophétisme gaulien et c'est ça dont on va parler justement. Je t'ai envoyé, et nous en avons discuté ensemble, une petite vidéo de Trump qui est absolument passionnante, tout à fait absolument passionnante, et où je trouve que la vision de Trump qui m'avait frappé lors de son discours de 2019 à l'ONU se trouve confirmée actuellement par ses déclarations. C'est une vidéo d'1 minute, je peux la lire si tu veux. Vas-y, avec plaisir. C'est intéressant pour nos lecteurs. Je vais la sortir et je vais lire le texte. Il est très instructif, en effet, de la position de Trump. Voilà. Et totalement dans le sens de ton livre. Bien sûr. Nous n'avons jamais été aussi proches de la Troisième Guerre mondiale qu'aujourd'hui.
Biden, un conflit mondial entre puissances dotées d'armes nucléaires signifierait la fin de l'histoire humaine. Ce serait un Armageddon nucléaire. Rien n'est plus important que d'éviter ce cauchemar. Nous l'éviterons, mais pour cela, nous avons besoin d'une nouvelle direction. Chaque jour que cette guerre par procuration se poursuit, nous risquons une guerre mondiale. Nous devons être absolument clairs. Notre objectif est d'obtenir immédiatement une cessation totale des hostilités. Tous les tirs doivent cesser. C'est une question centrale. Nous avons besoin de paix sans délai. De plus, il doit y avoir un engagement complet pour démanteler l'ensemble des néoconservateurs globalistes qui nous entraînent perpétuellement dans une guerre sans fin, prétendant lutter pour la liberté et la démocratie tout en nous transformant en un pays du tiers-monde. Le département d'État, la bureaucratie de la défense, les services de renseignement et tous les autres doivent être complètement réorganisés, reconstitués pour licencier l'Amérique profonde. Enfin, nous devons achever le processus que nous avons commencé sous mon administration, de réévaluer fondamentalement la mission et le but de l'OTAN. Notre établissement de politique étrangère continue d'entraîner le monde dans un conflit avec une Russie dotée de l'arme nucléaire. C'est la base du mensonge qui représente une grande menace. La civilisation occidentale n'est pas la Russie. C'est probablement le problème vient de nous-mêmes et des horribles qui détestent les États-Unis à l'intérieur de nos frontières nationales. C'est notre incapacité à surveiller nos propres villes, la destruction de l'état de droit de l'intérieur, l'effondrement de la famille nucléaire, les taux de natalité inimaginablement bas. Voilà ce que nous voudrions faire sans Dieu, adorer des idéologies basées sur la race, le genre et l'environnement. La classe globaliste rendue totalement dépendant de la Chine, etc. Ces globalistes nous détestent. Voilà. Et nous devons arrêter de poursuivre des monstres et ne pas nous distraire du chaos qui est entraîné chez nous. Voilà le texte. Donc, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a d'abord, ça, ce n'est pas du tout le texte de quelqu'un d'erratique qui dit oui un jour, non un autre, toi je t'aime pas. Il faut avec un déficit d'intelligence. Avec un déficit d'intelligence, disent les journalistes de plateau. Évidemment, il y a un déficit d'intelligence. On a voulu donner cette image de Trump, mais Trump est un battleur de campagne, mais ça marche puisque ça plaît. Mais quand il dit véritablement ce qu'il pense, sa pensée est extrêmement construite, extrêmement claire, extrêmement puissante et extrêmement ambitieuse. C'est pour ça que moi, je vais un peu plus loin que certains de ceux qui actuellement… quel est l'enjeu, en fait? Revenir à un ordre naturel des choses dans lequel l'Amérique cesse de se mettre dans une situation où elle fait des guerres, c'est exactement ce que vient de dire Trump, ou est-ce que c'est de poursuivre en fait le système qui permet aux États-Unis de maintenir son hégémonie? Dans le discours complémentaire que fait Trump à l'ONU en 2019, on voit que l'ONU, en fait, Trump est assez proche des BRICS dans sa façon de penser. Il veut des pays libres, il veut des pays où il n'y a pas d'immigration, parce que pour lui, l'immigration, ce n'est pas tellement l'entrée des personnes, mais c'est surtout le fait d'enrichir des mafias effroyables qui se servent de la vie des gens, etc. Et ça, on n'en parle jamais. Il y a des sommes gigantesques là-dedans, mais on ne parle jamais de l'horreur de l'immigration. Si on disait l'horreur de l'immigration, peut-être qu'on comprendrait mieux ce que ça veut dire, et lui, c'est ce qu'il dit. Donc, et il veut des pays libres avec des populations qui vivent et qui s'enrichissent à l'intérieur du pays et qui commercent avec les autres librement. Donc, c'est un isolationniste au plan politique, mais ce n'est pas un isolationniste au sens du commerce, c'est pas quelqu'un qui veut s'enfermer chez lui. Mais ça, cette vision-là, elle est incompatible avec une vision de l'Amérique qui met la main sur l'Europe, qui force les pays à acheter des équipements américains, qui force… ça ne l'intéresse pas fondamentalement, ça, Trump. Alors, est-ce qu'il va être capable, c'est ça l'affaire en fait, est-ce qu'il va être capable de passer par-dessus
le système militaro-industriel et de dire je reconstruis un ordre qui convient à l'Amérique, c'est-à-dire je rentre chez moi, je pense mes plaies, je me débarrasse de tous ces salopards et de tous ces trafiquants de l'intérieur et je repars en pleine force pour commercer avec la Chine, avec l'Europe, avec les uns, avec les autres, sans pitié pour mon intérêt, mais je cesse la domination politique et en particulier la domination politique sur l'Europe. Est-ce qu'il va avoir le courage de faire ça? Je pense que c'est ça l'enjeu et je pense que c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il dit. Si on écoute le petit message d'une heure, c'est exactement ça qu'il dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Est-ce qu'il se dit, je joue le tout pour le tout parce que je suis Jeanne d'Arc, ou je suis Charles de Gaulle, et je suis là pour rentrer dans l'histoire et pour rendre l'Amérique forte, ou est-ce que je suis là pour composer avec l'État profond, pour continuer l'OTAN? Enfin, il parle quand même d'une réévaluation complète de l'OTAN. Or, l'OTAN est d'abord un système de prédation. Ce n'est pas un système de protection, mais un système de prédation. Donc, réévaluer complètement l'OTAN, ça veut dire quoi? Ça veut dire quitter, ça veut dire arrêter l'OTAN. Hein. Je ne vois pas comment on peut réévaluer l'OTAN. Et il dit, on va finir ce que j'avais commencé. En 2016, il avait déjà dit qu'il voulait s'en aller. Il avait dit ça. Et que nous devions payer pour notre sécurité, nous les Européens. Voilà, et il va dire payez pour votre propre sécurité, c'est-à-dire c'est votre problème, démerdez-vous, c'est pas mon problème. Donc il chamboule fondamentalement l'équilibre prédateur américain s'il fait ça, mais il en est parfaitement conscient. Donc est-ce qu'il va caler ou est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Moi je pense qu'il se dit j'ai 2 ans parce qu'après on m'obéira plus, on est dans le syndrome on sera dans le syndrome mexicain. Tu sais qu'au Mexique, tout le monde sait que quand tu veux faire des affaires, il faut que tu les fasses la dernière année du mandat du président. Parce que comme le président peut se présenter qu'une fois, la dernière année de mandat, personne n'a peur. Donc tout le monde triche, tout le monde vole et tout le monde se fait acheter. Donc tu sais très bien que le Mercosur a été négocié la dernière année du mandat du président. C'est donc dans 2 ans. Il a 2 ans pour réaliser sa grande œuvre dans l'histoire, il a 2 ans. Donc, d'abord, il ne va pas s'embêter avec les conflits pendant 1 an. Donc, il ne va pas être dans la surenchère. Aussi bien à Gaza. À Gaza, c'est facile. Il va dire à Bibi, maintenant, t'arrêtes, c'est fini, je ne paye plus. Donc, Bibi, il va faire ce qu'on lui dit ou il va dire à l'opposition, de toute façon, Bibi s'en va, sinon je ne vous donne plus d'argent. Vous êtes au pain sec et à l'eau. Donc, je ne vois pas ce que l'opposition, elle va se lever et elle va dire à Bibi, tu t'en vas. Parce que, et également en Russie, il va devoir négocier, mais encore une fois, Poutine ne va pas s'arrêter en disant j'accepte finalement une situation de simple non-belligérance, alors que j'ai perdu peut-être 60 ou 80 000 soldats, que j'ai pris le risque le plus gros, le plus important de toute ma carrière politique, que ce qui était au départ une opération de maintien du Donbass pour négocier un Minsk III et récupérer les oblasts que je considère comme des oblasts russes et la Crimée. Ça s'est transformé petit à petit à cause de la bêtise des Occidentaux en une opération qui consiste à vider l'Occident de ses forces. Et maintenant, je suis sur le point de réussir ce que j'ai voulu toute ma vie, c'est-à-dire me débarrasser de l'hégémonie américaine que je fustige depuis que je suis en place. C'est maintenant que je vais faire tomber ça. Je ne vais pas me mettre dans une situation où je vais accepter un armistice qui est tel que je vais m'entendre avec Trump, si Trump est pas trop mal, et le suivant qui va arriver, il va réarmer Kiev, Odessa, et puis j'aurai le cancer qui renaîtra dans 3 ans ou dans 5 ans. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Donc, à mon avis, Poutine dira, écoutez, on arrête les sanctions, on fait la paix. Vous me rendez mon argent que vous m'avez volé, on arrête les sanctions, je refais du commerce, etc. Mais à ce moment-là, la question de l'OTAN va se poser immédiatement. Puisque si on est en paix, à quoi sert l'OTAN ? Et je pense que Trump, dans le cadre de son dessein,
aura un argument pour dire on va jusqu'au bout. Mais s'il fait ça, pour pas apparaître comme le perdant, il le camouflera sous une forme rhétorique en disant occidentaux, débrouillez-vous, assurez votre propre défense, ce qui a du sens logiquement, mais les Européens, la moitié des Européens vont dire attendez, moi j'ai pas besoin, on n'a pas besoin d'une défense commune, moi je veux aller bosser avec eux, je veux du gaz, et les premiers qui vont vouloir ça, c'est les Allemands. Donc, à mon avis, l'Europe va se débander complètement, puisque de toute façon, l'Europe est une construction américaine. Branca l'a bien expliqué, l'Europe n'est pas une conception européenne, c'est une conception américaine. Depuis le début, les États-Unis voulaient une Europe qui était un glacis pour les protéger de l'Union soviétique. C'est ça qui a créé l'Europe. La meilleure preuve, c'est que c'est un agent de la CIA qui s'appelle Jean Monnet, qui est l'inspirateur de l'Europe. Donc l'Europe n'est pas européenne, ça aussi. L'Europe est américaine. Donc le jour où les Américains disent écoutez, moi je m'en veux, moi je m'en vais, ce jour-là, les Européens sont obligés de l'Europe tombe, l'Europe américaine tombe. Donc est-ce qu'une Europe ensuite se reconstituera comme une Europe des peuples? Ça, c'était le rêve de Charles de Gaulle. Ou tombera-t-elle dans un siècle noir, comme ça lui arrive de temps en temps, avant de renaître? Voilà, donc je pense que ma thèse n'est pas si folle que ça. On me dit, ouais, t'es optimiste. C'est pas que je suis optimiste, c'est que je pense que c'est un peu la nature des choses, que les choses se fassent comme ça. Alors ça peut aller vite, c'est rare, mais c'est vrai que Poutine est l'exemple, la Russie de Poutine est l'exemple que les choses peuvent se redresser rapidement. Quand on sait aussi bas avait-il pu tomber à la fin des années 90. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui nous empêche de nous relever aussi, parce qu'on est dans un système communiste. Là encore, pourquoi on dit, regardez, les Européens, ils n'ont pas de... Mais on est dans un système, dans un pacte de Varsovie. Ces gens n'ont pas été choisis par leur peuple, ils ont été choisis par les oligarchies qui les dirigent. Donc, ils sont logiques. Ils suivent leurs commettants et ils obéissent à leurs commettants. Et tant qu'on est dans un entre-deux, eh ben, leurs commettants sont toujours là. Les banquiers qui les ont issus, qui les ont installés, les grandes fortunes, les Soros, tous ces gens sont encore là. Donc, ils leur obéissent. François Martin, est-ce que, à vous écouter, est-ce qu'on peut dire que finalement, contrairement aux démocrates et à Harris, le logiciel de Donald Trump est compatible avec ce monde multipolaire qu'on a vu émerger à Kazan avec le sommet des BRICS d'octobre, alors qu'il accepte finalement, en acceptant, en sortant de cette prédation, comme tu le dis, à l'américaine, qui est de toujours avoir des esclaves, des gens à dominer, lui dit vous êtes des grands, vous aussi, vous êtes des adultes, vous êtes des responsables. Et donc, il accepte de s'insérer dans un monde où certes, il y aura de la guerre commerciale, où certes, c'est le plus fort qui l'emportera, mais qui sera un monde multipolaire et non un monde unipolaire où seul l'empire du bien domine. Bien sûr, il est absolument dans le cadre des BRICS. Et c'est pour ça que je pense que l'autre conflit qui peut régler assez facilement, qui est le conflit de Gaza, dans lequel le Sud est très impliqué sur le plan également psychologique, confère tout ce que les Français ne voient pas, c'est-à-dire les sites dans lesquels, je disais hier, j'étais pas tellement compris que en fait Gaza suivait une stratégie victimaire et sacrificielle extrêmement intelligente, mais c'est pas parce que les Gazaouis sont des gens fiers que pour autant ils peuvent pas politiquement poursuivre une stratégie victimaire. La preuve qu'elle est, c'est que tout ce qui se passe, Free Palestine, etc., dans le monde entier, ça s'appuie sur une stratégie victimaire et ça marche extrêmement bien. C'est typiquement une guerre décoloniale, ça. Mais Trump peut arrêter ça, mais tout le Sud est derrière la Palestine, il ne faut pas oublier ça. Même les pays arabes qui sont d'une prudence de serpent confère l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite s'est quand même rapprochée de l'Iran. Bon, le jour où Trump dit ça y est, j'ai fait ce qu'aucun président n'a jamais fait jusqu'ici, j'ai réglé le problème. Ce jour-là, il est accueilli, j'exagère peut-être un peu, mais il est accueilli au sommet des BRICS avec les bras levés et les mains en V, en disant voilà, l'Amérique fait le bien. Voilà. Donc, il est beaucoup plus proche. En plus, il se définit parfaitement comme un anti-mondialiste et un conservateur. Et ça, il a la même conception du monde
que les pays des BRICS, malgré les différences, culturelles et civilisationnelles. Ceux qui ne le sont pas, c'est nous. C'est nous, c'est incroyable ça. Oui, Ceux qui n'ont pas fait leur mutation vers le conservatisme, c'est nous. Donc lui pourra se rapprocher, mais pas nous. C'est paradoxal ce qui risque de se passer. C'est paradoxal, c'est paradoxal. Donc on risque de se faire manger par tout le monde, pas seulement par les Américains, parce qu'ils reviendront en disant bah, maintenant on est là pour faire du commerce, on va faire du commerce avec vous et on va vous mettre la pression. Et puis les Saoudiens vont venir, les Chinois vont venir, les Russes vont venir, etc. On va se faire piller par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas le courage d'être nous-mêmes. D'être nous-mêmes tel qu'on doit être sur le plan de la civilisation, c'est-à-dire chrétien, fier, voilà. Parce que, et l'État principal, le principal fautif là-dedans, c'est la France. Pourquoi? Parce que la France est le pays des droits de l'homme au départ. Tout le monde y a vocation universelle. Voilà, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde avec les valeurs universelles, c'est-à-dire avec cette espèce de philosophie cette philosophie antidéiste finalement. On s'accroche à notre prométhéisme d'une certaine façon, intellectuel. Il faut neutraliser la France en particulier, qui a des invocations. Tu parlais l'autre jour de champ magnétique, moi j'appelle ça égrégore. Il y a une volonté manifeste de neutraliser, voire d'empêcher l'expression de cette vocation. Ouais. On n'est pas si petit, parce qu'il est facile. On nous répète tous les jours, nous ne sommes plus qu'un petit pays. Il nous faut accepter d'être à la remorque des Américains. Mais s'il y a un tel acharnement sur la France, si on y a délégué un super banquier pour mieux nous liquider, c'est que quelque part, là, ils craignent tout de même la voix de la France si elle se réveillait. Bien sûr, bien sûr. La France reste la fille aînée de l'Église. Hein. Elle l'a été, elle est toujours. Donc, elle est le porte-parole de la civilisation chrétienne, en fait, pour le reste du monde. Donc, le jour où elle reprend sa force et son expression, la France n'était pas beaucoup plus puissante à l'époque du général de Gaulle qu'elle ne l'est aujourd'hui, économiquement, historiquement, géographiquement. Elle ne l'est plus politiquement parce que c'est nous notre propre idée de nous-mêmes n'a cessé de régresser, mais en fait la France reste. Il suffit de reprendre notre histoire, je dirais, pour retrouver notre grandeur. Voilà. Je dirais que c'est pas excessivement compliqué. Je l'explique dans mon livre d'ailleurs. Il faut reprendre la propriété de ses propres moyens, comme l'a fait Poutine dès le début en récupérant les combinats qui avaient été volés par les oligarques. Il y a une grande œuvre de restauration, je dirais, de nos facultés, d'abord économiques, à mon avis, parce que sans moyens, tu peux rien faire. Donc, vouloir avoir des grandes ambitions, si derrière, tu peux rien faire. Donc, il faut d'abord récupérer son économie et d'abord son énergie, parce que c'est la base. C'est ce qu'a fait Poutine. Et une fois que tu as ton énergie et que tu as la propre direction de ton État, puisqu'aujourd'hui, notre État est dirigé par les lobbies, hein, je ne détaille pas, mais tous les lobbies ont la main sur l'État, sauf l'État lui-même. Ce jour-là, tu peux aller reparler. Et à ce moment-là, la destinée manifeste et universelle de la France reprend immédiatement le dessus parce que personne n'a oublié l'époque de la grandeur. Nous avons la pensée courte, mais tous les pays ont la pensée longue. Tous les pays ont la pensée longue. La Chine n'oublie pas que la France a été le premier pays qui l'a reconnu. L'Amérique du Sud n'oublie pas toutes les grandes visites du général. Phnom Penh n'oublie pas le discours de Phnom Penh. Tout ça, toute notre politique internationale, elle reste. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on a
On a la voie ouverte vers un grand prestige, mais il faut arrêter de dire des bêtises, il faut arrêter cette espèce de petits jeux stupides, ces petites phrases à Macron. Il faut arrêter de dire je suis le caniche de l'Amérique. Ouais, Mais alors le ça, problème que ça va poser, c'est que le jour où on te dit ça y est, tu es libre, tu es tout seul, est-ce qu'on te fait vraiment un cadeau? Si tu es prêt dans ta tête, c'est un cadeau, mais si tu n'es pas prêt, c'est terrifiant. Donc, je pense qu'il faut s'y préparer, ça. Parce qu'on dit, oui, il va falloir qu'on construise notre indépendance, qu'on construise notre souveraineté, etc. Mais si à un moment donné, on te la donne directement, sans que tu aies rien à faire, en disant, voilà, tu as les éléments de ta souveraineté, maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce qu'il sort un leader là? Est-ce que la France, le pays profond, suit une œuvre de sacrifice et de grandeur? Ou est-ce que ce sont les lobbies qui vont se jeter sur la bête et qui vont la mettre en pièces? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça qu'il faut promouvoir ce discours, pas comme un discours certain, mais comme un discours possible, de façon à ce que les gens se préparent à ce qui peut se passer. Il n'y a pas pire d'une certaine façon que de te donner la liberté directe tout de suite à toi sans que tu sois préparé. Hein. Ce n'est pas forcément un cadeau. non, 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 bien sûr, c'est jamais un Voilà. cadeau. Mais tout ce que je dis, ça peut se produire assez vite. Accéder à l'âge d'homme, Bien sûr, bien ou y sûr. accéder à nouveau. Bien sûr, Et c'est une belle opportunité pour nous. Donc, l'union des droites, c'est très important. La réflexion prospective, c'est très important. Le retour à une pensée conservatrice et spiritualiste, enfin, l'état de notre spiritualité, quand tu penses qu'il y a aujourd'hui, 5 ou 6% des jeunes Français qui sont baptisés, on est dans une situation effroyable. c'est vrai qu'il y a eu pendant les pérégrinations de ce qui s'appelait le M de Marie, avec une carriole, ils avaient traversé la France. C'était Oui, d'ailleurs, c'était l'année de la crise sanitaire, c'était 2020. Il y avait oui, eu un peu des sondages qui avaient été effectués sur les connaissances religieuses déjà des Français. Et on avait été absolument effarés que plus de la moitié des Français ne savent pas qui est Jésus de Nazareth. oui, c'est ça, Euh, c'est ça. et ils connaissent presque mieux en pourcentage la Vierge Marie que son Mais fils. on avait fait un sondage, je crois, auprès des catholiques français il y a 20 ans, ou Ouais. 20 ans ou 30 ans, sur le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Combien pour cent de gens qui croient? Il y avait déjà 30% des chrétiens qui disaient, ah, je ne crois pas. Alors, je crois en Dieu, Jésus-Christ, je crois en Jésus-Christ. Ah ben non, 50% disent non. Alors déjà, c'était très amusant, c'était le credo et c'était phrase par phrase. Si tu fais ça aujourd'hui, tu as 5% des gens peut-être qui vont te dire oui. Donc, on manque de quelques grands chrétiens hein, aujourd'hui, hein, c'est clair, absolument. Parce que les gens, en fait, viennent et suivent parce qu'ils ont des lumières devant eux parce qu'ils ont des gens qui disent moi j'assume, moi je crois, moi j'ai pas peur, voilà ma philosophie, voilà. Mais ça c'est pas la hiérarchie catholique malheureusement qui est vendue en fait, qui est collaborationniste par rapport au pouvoir parce qu'elle habite dans elle est locataire elle est locataire d'immeubles, enfin je dirais de biens immobiliers qui appartiennent à l'État et qu'elles n'ont qu'une peur, c'est que l'État leur dise bah écoutez maintenant on vous rend vos biens, démerdez-vous avec, et puis faites-vous payer payez vos charges tout seul. Donc, on pète de trouille depuis 1905, qui n'est pas du tout une loi de séparation de l'Église et de l'État, mais qu'une loi de mise sous tutelle de l'Église par l'État. C'est ça la loi de 1905, ce n'est pas une loi de séparation, puisque les chrétiens habitent dans des biens qui appartiennent à l'État. Pas oublier ça. Où est la séparation? Donc, personne n'ose le dire, mais c'est ça la réalité. Donc, depuis cette époque, l'Église a peur. L'Église a peur. On le voit particulièrement avec À la chaque fois. prochaine réouverture de Notre-Dame de Paris et un archevêché de Paris qui a quand même une position vis-à-vis du pouvoir politique. Ben, bien sûr, bien sûr. On est dans une espèce de relation fausse avec le pouvoir, mais enfin, avec l'avortement, avec l'euthanasie, il y a quand même suffisamment de choses, avec le mariage pour tous, il y avait quand même suffisamment de choses pour que les grands évêques se lèvent
sur les parvis et disent ça ne peut pas être. Or, quelles sont les grandes voix que tu entends? Donc, si tu les as pas chez les évêques, c'est qu'il y avait quelqu'un qui disait à une époque, si les évêques étaient un peuple courageux, ça se saurait. Si c'est pas les évêques, il faut que ça soit les chrétiens. Voilà. Et pour ça, il faut qu'ils portent une voix qui porte et qui attire. Ben, c'est ça qu'on essaye de faire, hein, mon cher Nicolas. Chacun à sa place. François. Chacun à sa place. Mais il y a de grandes perspectives devant nous. C'est ça qu'il faut regarder. Tu parlais d'optimisme tout à l'heure. Il y a de grandes perspectives devant nous. Et moi, je crois dans le peuple français. Je le trouve finalement très raisonnable. D'abord, quand je vois tout ce que ce peuple prend, les taxes, le désastre psychologique dont tu parlais, morale, la déséducation familiale et l'école, tout ça. Quand tu vas en province, la plupart c'est pas délabré. Là où c'est délabré, c'est à Paris. Mais quand tu vas en province, c'est propre, c'est bien. Les petites personnes qui te servent dans les restaurants, de tout ça, ils sont bien, ils sont éduqués, ils sont très bien. Les Français sont très, très bien. Ils sont pas là, ils sont pas prêts à faire la révolution, ils endurent hein, courageusement, mais ils sont très bien. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une offre politique de qualité globale et fière. C'est ça qui manque. Mais les Français, ils sont prêts à suivre. Hein. Donc moi, je suis finalement, je me dis de ça, du chaos peut sortir quelque chose de bon, sans être un rêveur. Je dis que les conditions actuelles de ce chaos international, il peut sortir quelque chose de positif pour la France. Et il faut s'y préparer, il faut absolument s'y préparer. Et c'est le message que j'essaie de porter dans les différentes instances politiques où je suis amené à aller. Je dis ça, hein, il faut se préparer à ça. Il reste 10-15 minutes, François, Oui. d'échange. J'aimerais bien qu'on revienne encore Oui. sur cette période de tous les dangers, tout de même, qui est le temps de la passation des pouvoirs, que le président élu aux États-Unis soit le président effectivement aux commandes, c'est-à-dire à partir du 20 janvier à la Maison-Blanche, c'est-à-dire Donald Trump. Qu'est-ce qu'on peut craindre quand on voit que tous les jours, une nouvelle provocation, un missile par-ci, une attaque par là? Oui. Alors, bon, moi, j'ai déjà eu l'occasion de dire hier que ces périodes intermédiaires sont toujours des périodes dangereuses parce que c'est toujours les périodes de vacances de pouvoir. Il y en a un qui s'en va, il y en a un qui arrive. Donc, les cinglés se glissent là-dedans en disant c'est le moment. Donc, il y a ça. Et puis, en même temps, ce sont des périodes d'intimidation parce que chacun prend sa place. Le lobby militaro-industriel essaye d'intimider, Trump essaye d'intimider aussi, et on va dire une chose des nominations, enfin peut-être que je vois les choses. Biden, lui, il n'intimide pas plus grand monde, mais on l'intimide ou on le fait faire. D'ailleurs, il est très content d'être sorti de la prison dans laquelle il était, parce que je pense qu'il a vécu un enfer total. Un vieux monsieur comme ça, complètement décati, il pense qu'une chose, c'est à rester chez lui, à se reposer, à se promener, à regarder la télé. Et je pense qu'il a dû avoir pendant 4 ans un groupe de 5 ou 10 personnes qui lui disaient maintenant tu fais ci, tu fais ça, maintenant tu vas prendre l'avion, maintenant tu vas dire ça, maintenant tu vas apprendre telle fiche, tu vas répéter, c'est affreux. Il a vécu un enfer, ce type, absolu. Probablement. Absolu, un enfer absolu. Donc là, il est tout sourire parce qu'il dit ça y est, mon calvaire est fini. Je vais enfin avoir la vie de vieillard que je mérite ou pas. C'est ça. C'est ce que je pense, oui. Et d'un autre côté, comme le putsch, en même temps, il avait envie de devenir président parce que les contradictions chez l'homme, ça existe, et que Kamala, le groupe de Kamala avec Obama derrière lui a mis une belle peau de banane et l'a viré sans tambour ni trompette. Il est très content, semble-t-il, à la limite, que Kamala se soit pris une pelle. Enfin, il y a les deux aspects chez lui. C'est à ça que
j'attribue le fait qu'il a passé 1 heure et demie avec Trump alors qu'il devait passer un quart d'heure. Mais donc, pour revenir à ta question, c'était sur cette période intermédiaire est une période dangereuse. Alors, il ne faut pas non plus exagérer parce que la période est dangereuse depuis le premier jour de la guerre. Il ne faut pas oublier que les tirs sur Zaporizhia, ils datent de 2022. Et donc, on risquait une guerre nucléaire, une guerre nucléaire, civilo-nucléaire dès cette époque. Et je me souviens encore une fois de Raphaël Grossi, devant tout le monde, pétant de trouille, on lui disait, mais écoutez, dites aux Américains et à l'ONU que c'est les Ukrainiens qui nous tirent dessus, qu'ils arrêtent de nous tirer dessus. Et il dit oui. Il y a tous les journalistes qui sont là, et quand on sort de là, on dit, ah, mais c'est peut-être les Russes qui tirent. Donc, on a été d'une lâcheté totale dans cette affaire. Donc, c'est très dangereux. Ça a toujours été dangereux. Donc, on est dans une période dangereuse. Moi, j'ai confiance depuis le début dans la froideur du raisonnement de Poutine, parce que je pense qu'il est en passe de gagner son pari, et je pense que c'est pas maintenant qu'il va risquer toute son affaire à quelques coups de la fin de partie, en déclenchant une guerre quelque part. S'il doit répondre, il va le faire par outils interposés qui ont balancé un missile sur une base américaine en Irak ou en Syrie et qui va tuer une trentaine de militaires américains. Et après, il téléphonera à Biden ou en disant, vous voyez, je vous l'avais dit, donc restez tranquille. Mais je ne suis même pas sûr que ça arrivera jusque-là. La période va passer assez vite. Et puis, on va rentrer dans le dur de la négociation, qui sera, à mon avis, beaucoup plus difficile pour Trump que ce que l'on dit, parce que le problème, ça va être, c'est pour ça aussi qu'il doit aller vite, parce qu'il va se mettre à dos, évidemment, tout l'establishment américain qui veut continuer l'ordre ancien. Donc voilà, il doit changer l'ordre ancien. Et je vais même aller plus loin, je veux dire, si lors de ces négociations, quand il démarre, il se fait tuer, c'est Jeanne d'Arc. À ce moment-là, je pense que si tu veux, la folie prédatrice du système démocrate sera telle que les démocrates seront balayés. Est-ce que tu sais combien de temps il s'est passé entre la mort de Jeanne d'Arc, qui était, je dirais, le paroxysme de la victoire de l'occupant anglais lors d'un procès politique absolument inique, en 1431, et la victoire de Charles VII, le petit roi perdu dans son palais, qui faisait même semblant d'être le domestique pour essayer de tromper Jeanne d'Arc quand elle vient le voir. Donc, l'état de déréliction de cet État de France, et il finit à la bataille de Castillon qui est le glas de la présence anglaise pour toujours. Il y a une place Waterloo à Londres, et il n'y a pas de place de Castillon. Mais Castillon est une des périodes, une des batailles, une des dates les plus importantes de toute l'histoire de France. C'est fini, l'anglais est rentré chez lui, c'est terminé. Combien de temps il y a entre les deux, tu sais? Très peu de temps. 22 ans. Ouais. Donc, là, ce pays qui n'existait plus, par le sacrifice de cette femme, s'est redressé, non seulement le peuple, mais les élites, en disant « nous sommes fiers, nous sommes nous-mêmes », et on les a foutus dehors pour toujours, en 22 ans. C'est incroyablement court. Donc, je crois que quand il y a véritablement des basculements du monde comme il y a là aujourd'hui, le temps s'accélère. Ça ne s'arrête pas. Si ce pays, si on fait ça à Trump, ça va s'amplifier parce que c'est un réveil des peuples aux États-Unis. Et ces démocrates les tiennent et les tondent depuis les années 60. Et ils assassinent les présidents et on ne trouve jamais les responsables, etc. C'est totalement… Ce système américain auquel on est habitué, on est lobotomisé, mais il est totalement fou si tu y penses.
Voilà, donc je crois pas, d'abord, j'espère que non, je suis pas partisan du pire, mais même si c'était le cas, je pense que maintenant, après sa victoire incroyable, c'est trop tard, il est mythifié, ce type, aux États-Unis. Donc, si tu veux, sa mort sera perçue comme un sacrifice. Oui. Et il le sait. C'est pour ça qu'il ira jusqu'au bout. À mon avis, il ne composera pas, il ira jusqu'au bout. Il est comme De Gaulle, c'est l'histoire qui l'intéresse. Alors, il ne Ouais. gagnera peut-être pas forcément les batailles. De Gaulle a perdu la bataille de l'Europe. Hein. Mais il a 2 ans pour rentrer dans l'histoire. Donc, il ne va pas faire les trucs à la petite semaine. Il va lâcher. S'il faut lâcher pour rentrer chez lui, il va lâcher. Il a une équipe de choc, de toute façon. Il s'entoure, il est en train de... L'équipe. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des incompétents pour la plupart. Oui, par rapport Tulsi à Gabbard, elle ne connaît rien l'administration. au renseignement. Ministre de l'Industrie, le ministre de la Défense, il n'est pas militaire, il ne connaît rien. Mais en fait, il a mis autour de lui d'abord des gens qui l'ont aidé, donc qui l'ont soutenu dans des moments difficiles, donc il veut les récompenser, qui a du sens. Et je pense que surtout, d'abord, il les achète aussi, c'est-à-dire s'il change de direction, comme il y a d'un côté des Tulsi Gabbard et puis d'un autre côté des Rubio, lui, il est au milieu il peut faire ce qu'il veut. Personne ne sait ce qu'il voudra faire. Enfin, à mon avis, les déclarations qu'on a lues tout à l'heure montrent assez bien ce qu'il veut faire, mais il les tient. Et puis, je pense qu'il n'a pas voulu, par exemple, mettre de militaires à la défense, parce qu'il s'est dit, il y a tellement de types qui sont mouillés avec mes adversaires que j'ai besoin autour de moi de gens qui soient des fidèles à moi, même si ce n'est pas des spécialistes des questions relatives, mais qui me diront la vérité sur ce qui se passe. Voilà. Je pense que c'est ça son idée. Alors après, peut-être qu'il les changera, il mettra des gens... mais je pense que s'il mettait un militaire, il se dirait, bon, ben, il y a toutes les chances que le militaire soit mouillé dans le système, acheté, etc., etc. Donc, je préfère mettre au début des gens qui sont vraiment... c'est la fidélité qui a été le critère principal de son choix et pas la compétence, ce qui est un peu étonnant au départ, mais je pense que c'est ça le raisonnement. Mais moi, je suis très intéressé. J'ai écouté un peu de vidéos de Tulsi Gabbard. Je conseille à nos auditeurs d'aller l'écouter un peu. Cette femme a véritablement du talent. D'abord, elle a beaucoup de charisme. D'abord, c'est une très belle femme, d'abord. Elle n'a même pas 40 ans. Elle paraît être une femme qui a véritablement du poids et de la responsabilité dans son expression. Elle est étonnante, hein, elle va continuer à percer, cette femme. Et ça, c'est intéressant parce qu'elle est anti-guerre, donc il va s'appuyer sur elle. C'est quand même une femme qui vient de chez Bernie Sanders, alors ça fait quand même un sacré changement. Un bout de chemin, oui. Un bout de chemin. Et elle a changé, pas parce qu'elle est allée au plus offrant, parce que sinon elle serait restée chez les démocrates, mais parce qu'elle est restée conforme et fidèle à ses propres idées. On pense que toujours que quand les gens chantent de crèmerie, c'est parce qu'ils sont, Des girouettes. ils vont à la soupe. Mais non, pas forcément. C'est parce que justement ils changent, parce que ce sont les politiques qui changent et eux restent fidèles à leurs idées. C'est le cas, par exemple, c'était le cas de Talleyrand. Talleyrand reste fidèle depuis le début de la Révolution jusqu'à après Napoléon. Il reste fidèle à son idée. Et c'est lui, l'homme qui sauve la France. Au Congrès de Vienne, normalement la France aurait dû être découpée comme la Pologne. La France aurait dû disparaître. Et c'est lui qui sauve la France au Congrès de Vienne parce qu'il n'a jamais changé. Le fou, c'est pas lui, c'est Bonaparte le fou. Et lui est revenu à la conception qui est celle de Vauban. Il y a 2 grands hommes dans l'histoire de France. Si on écarte Talleyrand qui a restauré, il y a 2 grands hommes dans l'histoire de France. Celui qui ouvre la porte de l'aventure française, c'est Clovis en 496. Et celui qui la ferme, c'est Vauban, en fait. Qui dit à Louis XIV, maintenant on arrête les expéditions, on arrête d'essayer de prendre la ville d'après,
on construit ce qu'il appelle le précaré, voilà, et c'est pour ça qu'il met des plateformes partout. Oui. Parce que, voilà, la plateforme, c'est là, la France, c'est ça, et on ne va pas plus loin. Et fermer les portes, c'est plus difficile que les ouvrir. C'est ça qui est le choix, c'est le propre de l'État, de la mentalité adulte. C'est pour ça que je pense que l'État d'Israël n'est pas un État adulte, c'est un proto-État, mais ça n'est pas un État au sens propre du terme, parce qu'il n'a jamais déposé le tracé de ses frontières. Donc c'est un État d'adolescents qui rêve toujours à on va aller jusqu'au Litanie, on va aller jusqu'ici, on va aller jusque-là. C'est pas ça un État. Un État, tu dis voilà, d'ici c'est chez moi, après c'est chez toi, voilà. On n'est pas là, nous, quand on est jeune, pour poursuivre nos rêves. On est là pour en choisir un. Parce que tu ne peux pas être à la fois pompier, médecin, aventurier et musicien et poète. Il faut que tu choisisses. Donc, le propre de notre état d'adulte, c'est de faire des choix. Merci. Le choix a été fait par Vauban. Et nous, on doit faire nos choix aussi par rapport à ce qu'on veut être demain. On ne peut pas tout faire en même temps. Merci beaucoup, François. On me dit que notre prochain invité est déjà dans le sas et que nous pouvons conclure sur ces paroles pleines de sens. Fine Andrine. Ah, Fine, mon ami Fine, oui, d'accord. Bon, voilà. Enfin voilà, c'était une réflexion un peu au fil de l'eau, mais il faut à un moment donné quitter un peu les réalités pour regarder d'une part le dessous des cartes et d'autre part dresser des perspectives. Ça fait partie de notre travail. Sinon, on reste trop sur les événements. Je pense que parfois, on reste trop sur les événements, ce qu'il faut quand même faire. Mais quelque part, il faut aussi que l'oiseau s'envole un peu pour regarder la terre d'en haut. Parfait. Voilà, mon cher. Alors, ayant cette perspective exact. Qui est la meilleure, en effet. Merci beaucoup. Merci, François, de ton intervention. C'est toujours un grand plaisir de t'avoir et nous ne manquerons pas de t'avoir à nouveau prochainement, à n'en pas douter. Merci à toi et passe une bonne journée. Merci. Une bonne fin de semaine. À bientôt. À bientôt. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.